Dans cette vidéo, nous allons revisiter un grand classique, l'exercice du pendule simple. Alors on peut dire énormément de choses sur le pendule simple, on peut faire beaucoup de choses différentes. Et je ne vais certainement pas être exhaustif dans cette vidéo. En fait, j'ai choisi un point qui sort de l'ordinaire, on pourrait dire, afin d'aller plus loin. C'est la quatrième partie de mon plan. Ce que l'on va faire, donc on va commencer par établir l'équation du mouvement du pendule. On va obtenir une équation différentielle non linéaire que l'on va linéariser. Puis on va comparer, à l'aide d'une résolution numérique, le modèle non linéaire et le modèle linéaire. Ces trois premières parties sont très classiques, de niveau Bac+1, mais quand même accessibles au lycée. Enfin, en quatrième partie, on va estimer mathématiquement l'erreur entre le modèle linéaire et le modèle non linéaire. Commençons par la base. Il faut déjà poser le problème. Dans cette vidéo, on va rester dans le cas le plus simple. On considère un pendule constitué d'un fil rigide de longueur L, sans masse, au bout duquel est fixée une charge ponctuelle de masse m. Quand je dis que le fil est rigide, cela implique que la charge se trouvera toujours à une distance L du point d'accroche du pendule. Le fil ne va pas s'étirer ni se détendre. De plus, on ne prendra pas en compte les forces de frottement. Et enfin, on va restreindre les conditions initiales. On va juste lâcher le pendule d'un angle θ pas trop grand. En fait, je vais garder un pendule oscillant. On va éviter par exemple les cas où on donne une vitesse initiale au pendule tel que le pendule effectue des tours complets autour du point d'accroche, ou encore l'équilibre instable du pendule vertical au-dessus du point d'accroche, c'est θ égale pi ou n'importe quel multiple de pi d'ailleurs. Plaçons les forces. Il y en a deux. Le poids, qui est vertical et dirigé vers le bas, et la tension du fil, dirigée dans l'axe du fil, mais le sens peut varier puisque si la masse se trouve au-dessus du point d'accroche et que la masse est en train de descendre, alors le fil, qui est rigide, va repousser la masse. Plaçons ensuite un repère. Là, ça dépend de notre niveau en physique. Au lycée, on placerait sans doute un repère comme celui-ci, mais ça va être dur pour la suite, puisqu'avec ce repère, la position de la masse est alors déterminée par deux variables de position, x et y, ce sont des coordonnées cartésiennes. Mais comme la longueur L est fixe, vous remarquez qu'il suffit de connaître la valeur de l'angle θ pour savoir où se trouve la masse. Angle θ seulement, une seule variable. On va utiliser un repère cylindrique. On garde quand même un repère cartésien fixe, OEX, OY, mais je vais le réorienter. Comme ça. Et j'ajoute un repère mobile, comme ça, OER, Eθ. Repère mobile car il va bouger au cours du temps, donc il va falloir faire attention quand on va dériver. Maintenant que le schéma est fait, on va utiliser un principe physique afin de passer d'un modèle physique à un modèle mathématique. C'est-à-dire ici obtenir une ou plusieurs équations permettant de décrire l'évolution du système considéré, le pendule. On va utiliser le principe fondamental de la dynamique, qui veut dire la somme des forces est égale à la masse fois l'accélération. La somme des forces, il y en a deux, le poids de la charge et la tension du fil. Et l'accélération, c'est la dérivée seconde de la position. Le principe fondamental de la dynamique donne une équation vectorielle. La position de la masse est donnée par le vecteur OM. La dérivée de la position, c'est la vitesse, et la dérivée de la vitesse, c'est l'accélération. Donc le vecteur accélération, c'est la dérivée seconde du vecteur OM. Il faut maintenant exprimer les vecteurs accélération, poids et tension dans un repère. On va utiliser le repère mobile OER Eθ. Et là, il faut faire attention, parce que dans le vecteur OEX EY, l'accélération a une expression simple, on dérive composante par composante. Alors j'utilise la notation avec des points et non des primes. Peut-être que certains qui voient cette vidéo ne connaissent pas ces notations. En mécanique, on dérive par rapport au temps en notant avec un point au-dessus des lettres et non une apostrophe. C'est assez pratique parce qu'il y a bien souvent une variable de temps et des variables de position, donc on note les dérivées temporelles avec des points. Dans le repère cartésien, tout va bien. L'accélération, c'est x secondes portée par ex plus y secondes portée par ey. Mais dans le repère mobile, ça ne marche pas comme ça. La formule est beaucoup plus compliquée. Alors ça, c'est la formule générale quand la distance OM varie au cours du temps. Mais dans le cas de notre fil rigide, r' et r secondes sont nuls. Je vais redémontrer la formule dans notre cas particulier, parce qu'il faut absolument savoir le faire, et aussi parce que mémoriser la formule générale comporte un risque d'erreur si vous ne l'utilisez pas souvent. Allons-y. Voilà un schéma similaire à notre pendule, mais tourné de 90 degrés. La première chose à faire est de calculer les dérivées par rapport au temps des vecteurs ER et Eθ. Pour cela, je commence par décomposer ces deux vecteurs dans la base OEX EY, qui, elle, est invariante au cours du temps. Voilà ce que ça donne.
Et ensuite, je dérive. J'obtiens que la dérivée de ER, c'est θ point Eθ. Et de même, la dérivée de Eθ, c'est moins θ point ER. Revenons à notre vecteur OM. C'est RT ER, mais RT est en fait constant, égal à L. Je dérive une première fois. J'obtiens Lθ point Eθ. Puis je dérive à nouveau, et là c'est la dérivée d'un produit. Ensuite, on décompose les vecteurs P et T dans la base mobile. T est collinaire au vecteur ER, de sens contraire en général, d'où le signe moins, mais en fait on pourrait considérer que le signe est contenu dans la valeur T de T. Je passe maintenant au poids. Il y a un angle θ entre P et ER. P égale mg, où g est le vecteur gravitation dirigé vers le bas, et on a donc ceci. À ce stade, je remplace dans l'équation du principe fondamental de la dynamique. Puis, je vais projeter sur les vecteurs ER et Eθ afin d'obtenir deux équations. Sur ER, j'obtiens ceci. Et sur Eθ, j'obtiens ça. Dans cette vidéo, on ne va pas s'occuper de la première équation, celle qui contient la tension du fil. On va se concentrer sur la deuxième équation, l'équation du mouvement, avec des conditions initiales. Celles-ci seront θ de 0 égale θ0, c'est l'angle de départ quand on lâche le pendule, et θ point de 0 égale 0, on lâche le pendule sans vitesse initiale. Cette équation n'est pas linéaire puisqu'il y a sinus θ de t. Je dirai quelques mots un peu plus tard sur l'existence d'une solution à cette équation. Pour l'instant, on admet qu'il y a bien une solution. Pour ce qui est d'une résolution numérique, c'est-à-dire approchée par ordinateur, il n'y a pas de problème. Mais pour être bon en physique, en ingénierie ou autre, dans des cas concrets, pratiques, il faut développer sa capacité à faire des approximations pertinentes afin de simplifier les problèmes. Ici, on voudrait bien se débarrasser du sinus pour obtenir une équation différentielle linéaire du second ordre que l'on sait résoudre facilement. L'idée est la suivante. Si θ est petit, alors sinus θ est environ égal à θ, car limite de sinus θ sur θ est égale à 1, quand θ tend vers 0. Alors mathématiquement, on écrit que sinus θ est équivalent en 0 à θ. Et donc on se dit que la solution de l'équation différentielle linéaire doit être proche de la solution de l'équation différentielle non linéaire si θ n'est pas trop grand, donc en fait si θ0 est petit. Pour résoudre cette équation différentielle linéaire, ça dépend en fait de ce que vous avez vu en cours. Généralement en physique, on apprend la formule générale suivante. θ de t égale une constante fois cosinus de ce qu'il y a de la racine carrée de ce qu'il y a devant le θ, plus b sinus, c'est la même chose. Et on détermine les deux constantes a et b à l'aide des conditions initiales. Alors vous pouvez vérifier que cette fonction est bien solution de l'équation différentielle. On a θ de 0 qui vaut a, mais qui vaut aussi θ0. Donc on a bien trouvé a. Pour trouver b, il faut déjà dériver la fonction θ de t. On dérive, puis on évalue en 0. θ point de 0 égale racine carrée de g sur L fois b, et ça doit être nul, donc c'est que b est nul. Ainsi, θ prend une forme assez simple. θ de t, c'est juste θ0 cosinus oméga t avec oméga qui vaut racine carrée de g sur L. On va maintenant passer à la résolution numérique. Alors pour cela, il y a une première chose à faire. Je reviens à l'équation non linéaire. À partir de là, le niveau mathématique va monter un peu. Cette équation différentielle est d'ordre 2. Je vais utiliser un programme écrit en langage Python pour la résoudre. Or, la fonction Python que je vais utiliser n'accepte que des équations différentielles d'ordre 1. En fait, on peut se ramener à une équation différentielle d'ordre 1 en utilisant des fonctions vectorielles. On va se ramener à une équation x' égale f de tx. X est un vecteur à deux composantes. X égale θ, θ point. Et f, c'est cette fonction-là. F prend en entrée deux variables, premièrement le temps t, et deuxièmement un vecteur à deux composantes. Et en sortie, on obtient le vecteur indiqué. Et vous voyez qu'en fait, sur la première composante, on a juste θ point égale θ point, ce qui n'apporte rien. Et sur la deuxième composante, on a notre équation différentielle d'ordre 2 de départ. Alors, il y a une subtilité dans la définition de la fonction f. Il y a une variable t en entrée, mais qui n'apparaît pas du tout en sortie. Il n'y a pas de t dans le vecteur
x2 et moins oméga carré sinus x1. En fait, premièrement, il faudra indiquer le t dans la fonction Python. Deuxièmement, et là je m'adresse à ceux qui vont pouvoir comprendre ce que je vais dire, désolé pour les autres, ce serait trop long à expliquer. On a une équation différentielle x' égale f de tx, avec f une fonction continue par rapport à la variable de temps, et globalement lipschitzienne par rapport à la seconde variable, car la fonction sinus est bornée. Donc, par le théorème de Cauchy-Lipschitz, le problème θ seconde plus oméga carré sinus θ égale 0, avec les conditions initiales θ de 0 égale θ0 et θ' de 0 égale 0, possède une unique solution globale. Passons à la résolution numérique. Pour ce qui est de la résolution numérique avec Python, c'est assez simple. En fait, il n'y a quasiment qu'une seule fonction à utiliser. Alors, bon, j'importe NumPy, ça c'est pour des fonctions comme sinus, racine carrée, line space. Ensuite, le from cpy.integrate importe odint. Le odint, c'est ce qui va me permettre de résoudre les codifs. Et ensuite, pyplot, ça c'est pour tracer ensuite les résultats. Donc là, je mets juste les constantes G, L, M, tout ça. Là, je vais définir mes fonctions. Alors, une pour le pendule et une pour le pendule approché. C'est-à-dire, pour le pendule, c'est l'équation non linéaire avec le sinus. Pendule approché, c'est quand j'enlève le sinus. Et en fait, ça correspond à la fonction vectorialisée, comme je viens de le montrer. Parce que c'est ces fonctions-là qu'il va falloir passer dans la fonction odint. Et je l'ai fait 3 fois. Une fois pour un angle initial de pi sur 4, c'est-à-dire on lâche à 45 degrés. Une fois avec pi sur 6, un peu plus petit, puis une fois avec pi sur 10, encore plus petit. Et ensuite le reste, ça c'est juste pour tracer les figures. Bon alors, je vous conseille tout simplement d'aller voir l'aide sur internet pour le module odint, pour vérifier comment ça fonctionne. Et voici les résultats. J'ai donc tracé 3 courbes pour 3 données initiales différentes. On voit que pour un angle très petit, pi sur 10, eh bien ça suit plutôt bien. Donc l'intervalle de temps c'est 10 secondes. Pour pi sur 6, ça va encore pas trop mal. Bon après, tout dépend de ce qu'on entend par pas trop mal évidemment. Le but c'est juste de voir que quand on s'éloigne, vraiment quand on est à 45 degrés, là par contre l'approximation, très vite, les courbes sont plus du tout superposées. Alors que pi sur 10, ça suit quand même vraiment bien. On arrive maintenant à la partie la plus intéressante mathématiquement parlant. On veut estimer l'écart entre la solution du problème non linéaire et celle du problème linéaire. On va commencer par se débarrasser du oméga carré en changeant l'échelle de temps. Il suffit de poser f de t égale θ de t divisé par oméga. Alors lisez la suite d'égalité si vous n'êtes pas convaincu. Et pour la suite, je vais noter f la solution du problème non linéaire et g la solution du problème linéaire. Et je repasse aux primes au lieu des points. Le premier résultat qu'on va démontrer est quelque chose d'évident d'un point de vue physique. Quand vous lâchez le pendule d'un angle θ0 sans vitesse initiale, c'est important, sans vitesse initiale, eh bien la charge n'ira jamais plus haut que son point de départ. Autrement dit, l'angle θ restera compris entre moins θ0 et θ0 au cours du mouvement. Et là, je vais faire une petite digression pour expliquer une différence, voire même un petit conflit entre mathématiciens et physiciens, tout du moins quand on fait des études. Il arrive souvent qu'en physique, on justifie des résultats mathématiques par des arguments physiques. Exemple. Prenons notre problème non linéaire. A-t-il une solution? Mathématiquement, le théorème de Cauchy-Lipschitz nous dit que oui. Mais le physicien dira sans doute, le pendule a bien un mouvement, donc oui, il y a bien une solution à l'équation correspondante. Est-ce que vous voyez le problème dans ce raisonnement? Eh bien, l'équation mathématique, c'est un modèle. Et tous les modèles sont faux, certains sont juste moins faux que d'autres. Et pour le coup, notre modèle est carrément faux puisqu'on n'a pas pris en compte les forces de frottement, entre autres. Du coup, quand on prouve mathématiquement une propriété physique évidente, eh bien en fait on renforce la pertinence de notre modèle. En physique, on utilise un modèle pour faire des prédictions. Tant que les prédictions sont suffisamment bonnes pour être utilisées, on garde le modèle. Mais si l'erreur est trop grande, eh bien il faut changer le modèle. Fin de la digression. Je rappelle que je veux montrer que pour tout t, f de t est compris entre moins θ0 et θ0.
Je pars de l'équation différentielle 1 et je la multiplie par 2f' de t. Alors si vous ne l'avez jamais vu, ok, c'est pas naturel, ça sort un peu de nulle part, mais avec un peu d'entraînement, en fait, ça passe. On va tomber sur un truc en physique, c'est l'intégrale première du mouvement. Et là, on va enchaîner les implications. Premièrement, on remarque que 2f' seconde, eh bien c'est la dérivée de f' au carré. Et que 2f' sinus f, c'est la dérivée de moins 2 cosinus f. D'où la deuxième implication. On a donc une fonction, f' carré moins 2 cosinus f, dont la dérivée est nulle. Du coup, cette fonction est constante. Et on calcule cette constante à l'aide des conditions initiales. Donc, f' carré moins 2 cosinus f, ça vaut moins 2 cosinus θ 0. A noter qu'en fait, le f' carré moins 2 cosinus f de t, vous pouvez vérifier, mais en fait, c'est l'équation c'est ce qu'on avait dans la première équation différentielle, celle qu'on n'a pas gardée, où il y avait la tension du fil. La deuxième qu'on obtenait par le principe fondamental de la dynamique. Et donc, on continue. On isole f' au carré. On en déduit, comme un carré c'est forcément positif, eh bien ça veut dire que cosinus de f de t doit être supérieur à cosinus θ 0. Donc, notre f de t pour tout t, il doit être contenu dans un certain intervalle, sauf que l'intervalle doit contenir en plus θ 0. Donc f de t est dans moins θ 0, θ 0. Ce qui veut dire que le module de f de t pour tout t est plus petit que θ 0. Et je garde ce résultat de côté. Alors je ne vous cache pas que suivant votre niveau en maths, la suite risque de piquer un peu. Mais c'est un bon exercice parce qu'on va utiliser plein de choses différentes. Un système d'équations différentielles, on va calculer une exponentielle de matrice, on va obtenir une rotation et on va terminer avec l'inégalité des accroissements finis. On cherche à estimer l'écart entre la solution du problème non linéaire et celle du problème linéaire. Donc on va s'intéresser à la quantité f-g. Mais l'équation non linéaire pose problème. On va contourner ce problème en se ramenant à l'ordre 1, comme on l'a vu précédemment. Je note x, le vecteur f seconde, y, le vecteur g seconde, et z, le vecteur x moins y, qui va donc contenir la quantité f g et la quantité f' moins g'. On se demande si en fait z ne vérifierait pas une équation différentielle qu'on sait résoudre, ou au moins avec laquelle on sait faire quelque chose. Un système z' égale az plus b de t ferait peut-être l'affaire. Alors attention, il est important que la matrice A ne dépende pas de t. L'idée étant d'avoir au moins une solution pour l'équation différentielle homogène associée, c'est-à-dire z' égale à z, donc sans le b de t. Bon, ben, on va chercher. Dans z', il y a f' moins g', et dans z aussi, donc on va tenter le truc le plus simple. Première ligne de A, 0, 1, et un 0 au niveau du B. Pour la deuxième ligne, il va falloir se servir des équations différentielles pour vérifier les relations. L'idée, c'est de tester quelque chose qui n'est pas trop difficile. Alors je vous laisse vérifier que ceci fonctionne bien. Alors je note A la matrice et B de t le second membre. Si on enlève B de t, on aura des solutions sous la forme quelque chose exponentielle AT. Donc on va calculer exponentielle AT pour voir à quoi ça ressemble. Je rappelle la définition de l'exponentielle d'une matrice. Alors avec une somme infinie, on est a priori mal barré. Mais la matrice est plutôt simple. Elle est en fait antisymétrique. Donc on peut calculer quelques puissances de la matrice pour voir s'il n'y aurait pas une suite logique. Voilà ce qu'on trouve. Bien sûr, il y a aussi a puissance 0 qui vaut l'identité. Et comme a puissance 4 vaut l'identité, en fait, on tourne en rond en quelque sorte. A puissance 5 égale a puissance 6 égale a au carré, et ainsi de suite. Par contre, avec les puissances de t correspondantes, toutes les matrices sont différentes. Mais il y a quand même une suite logique. C'est assez évident pour la diagonale, où on a les puissances paires. C'est un peu moins évident sur l'antidiagonale à cause du signe moins. Mais on voit quand même qu'il y a les puissances impaires. Ensuite, on fait donc la somme infinie de ces matrices, sans oublier de rajouter le factoriel. Et voici ce qu'on trouve. Là, on remarque que les séries à l'intérieur de l'exponentielle, en fait, ce sont les séries entières des fonctions cosinus et sinus.
Du coup, l'exponentielle AT, c'est égal à la matrice cosinus t moins sinus t, cosinus t. Et ça, c'est la matrice d'une rotation. Revenons à notre problème. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Mon idée, c'est d'utiliser l'inégalité des accroissements finis, parce que c'est un théorème d'analyse très puissant. Alors, je rappelle quand même à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ça. Alors, quand on a une fonction phi dérivable sur AB dont on peut majorer la dérivée par k sur AB, eh bien, on obtient une majoration de phi de A moins phi de B par k module de A moins B. Bon, alors, je n'ai pas réécrit le théorème en entier avec toutes les hypothèses détaillées. En particulier, les normes à gauche et à droite de l'inégalité ne sont pas forcément les mêmes. C'est juste pour qu'on garde en tête la forme de l'inégalité des accroissements finis. Qu'est-ce qu'il nous faut? Alors, il nous faut une fonction dont on va majorer la dérivée, et il nous faut des normes pour calculer les écarts entre A et B d'une part, et entre phi de A et phi de B d'autre part. Alors, dans notre cas, A et B sont des instants t, donc on va utiliser la valeur absolue. Mais du côté phi A moins phi B, en fait là on travaille avec des vecteurs. Généralement, on pense en premier à la norme euclidienne parce que c'est la norme qui donne la distance usuelle. Donc on visualise mieux les distances avec elle. Et en fait, là, ça tombe bien puisqu'on a vu que exponentielle de AT était une rotation. Or, une rotation conserve la norme euclidienne. On va partir sur exponentielle moins AT z de t et sa dérivée. Le signe moins dans exponentielle moins AT, ça change juste le sens de la rotation, c'est tout. C'est toujours une rotation. Alors pourquoi le signe moins? Eh bien, parce que voilà ce qui va suivre quand je dérive. Bon, en fait, c'est l'idée de la méthode de la variation de la constante. On obtient ceci. Exponentielle moins AT B de t. Et du coup, maintenant, on prend la norme euclidienne. Comme exponentielle moins AT est une rotation, elle préserve la norme euclidienne, et donc la norme de exponentielle moins AT B de t, c'est la norme de B de t. Et la norme de B de t, c'est juste la valeur absolue de f de t moins sinus f de t. Et alors là, je vais utiliser une majoration qui n'est pas évidente, je reviendrai après en fait. Je terminerai par ça. Ceci, f de t moins sinus f de t, je peux le majorer par le module de f de t au cube divisé par 6. Et à partir de là, j'utilise l'inégalité que j'avais trouvée avant, que j'ai mis dans le coin en bas à droite. Je majore par θ0 au cube divisé par 6. Et donc maintenant, on termine en utilisant l'inégalité des accroissements finis avec phi égale exponentielle moins at z de t. On obtient ceci. D'où, en simplifiant un petit peu, que la norme de z de t est plus petite que θ0 au cube divisé par 6 multiplié par t. Et si cette majoration est vraie pour la norme euclidienne de z de t, en fait, elle est vraie aussi pour le module d'une composante de z de t, donc pour module de f-g. Alors bien sûr, cette majoration n'a d'intérêt que si t est petit, parce que quand t grandit, ensuite, la quantité θ0 au cube sur 6 multipliée par module de t peut devenir extrêmement grande. Et pour terminer, on va revenir sur la majoration de module de f de t moins sinus f de t par module de f de t au cube divisé par 6. Voilà ce que je veux démontrer. Alors on remarque que changer x en moins x ne change pas l'expression, et que c'est vrai pour x est égal à 0. Donc il suffit de montrer l'inégalité pour x strictement positif. Et quel que soit x strictement positif, déjà on a cosinus de x plus petit que 1. Et ensuite, je vais intégrer entre 0 et x. Alors j'écris 0 et x. Normalement, je devrais mettre une autre lettre que x. Ou alors dans l'inégalité d'avant, cosinus x inférieur ou égal à 1, il fallait que je change de lettre. Mais comme je vais le faire plein de fois de suite, je ne vais pas utiliser 4 lettres différentes. J'obtiens que sinus de x est inférieur ou égal à x. Parce qu'une primitive de cosinus, c'est sinus. Primitive de 1, on a x. Puis, je refais ça encore une fois. J'obtiens 1 moins cosinus x est compris entre 0 et x au carré sur 2. Puis, je réintègre encore une fois pour obtenir, cette fois-ci, que x moins sinus de x est compris entre 0 et x cube sur 6.